Bon, ben, chers camarades, nous allons donc démarrer ce forum sur la défense des perspectives communistes et faire revivre les idées de la lutte de classe. Alors, bon, bien sûr, nous remercions le Parti communiste de nous permettre de pouvoir organiser ces débats sur le communisme. Voilà, et donc on va commencer tout de suite et je vais immédiatement passer la parole à Christophe. Bon, ben, chers amis, chers camarades, bonsoir. Donc, dans le cadre de la préparation de son 38e congrès, le PCF, enfin ce congrès qui aura lieu en novembre, donc le PCF a édité plusieurs textes qui tous, justement, parlent du communisme. Le communisme est la question du XXIe siècle, pour un printemps du communisme, pour un manifeste du Parti communiste du XXIe siècle, reconstruire le parti de classe. Tous ces textes, justement, évoquent l'actualité du communisme et la nécessité d'un parti communiste. Alors, à Lutte ouvrière, on se revendique aussi des idées communistes, mais force est de constater qu'on ne voit vraiment pas la même chose. On ne voit pas le communisme de la même façon. Alors, le texte de la direction cite Marx, par exemple, en disant l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et ce même texte explique aussi que l'objectif des communistes, c'est de bâtir de nouvelles majorités politiques à gauche afin de retourner au gouvernement. Eh bien, pour nous, l'objectif du Parti communiste n'a rien à voir avec l'objectif de Marx. Alors, nous partageons en partie le même constat sur le capitalisme. Les textes pour le congrès du PC expliquent à quel point le capitalisme est une menace pour l'humanité. Je cite, « Le capitalisme nous entraîne au désastre. Les forces du capital cherchent par tous les moyens la voie de la préservation, de leur domination, ne reculant devant aucune guerre, aucun pillage, aucun saccage. » Oui, c'est incontestable. Le capitalisme, il est en effet en pleine décadence. Il est enlisé dans une crise sans fin. Il entraîne l'humanité dans la barbarie. Les capitalistes eux-mêmes, ils n'ont pas confiance dans l'avenir de leur système. Cet été, Bernard Arnault, première fortune de France, disait à un journaliste que de nouvelles crises étaient inévitables et qu'elles seraient même pires que celles de 2008. Et en effet, pour maintenir ses profits, la bourgeoisie, elle n'a pas d'autre choix que de s'attaquer, que d'aggraver l'exploitation, que de s'attaquer aux droits des travailleurs, les quelques droits que les travailleurs ont conquis en tout cas. Et tout ça, ça démontre que dans le capitalisme, il ne peut pas y avoir d'acquis pour les travailleurs. Alors justement, comment être communiste et continuer à dire, comme le PCF le fait, qu'on peut trouver des solutions dans le cadre du capitalisme? Comment faire croire qu'il est possible de préserver, voire de conquérir de nouveaux droits petit à petit, de façon durable, tout en laissant les capitalistes en place? Des députés ou des ministres, ils ne peuvent pas nous protéger des catastrophes que le capitalisme produit inévitablement. Regardez aujourd'hui la Turquie. Regardez la monnaie qui, en quelques mois, a perdu la moitié de sa valeur. Regardez le niveau de vie qui s'effondre. Qui, ici, peut affirmer que ça ne nous arrivera jamais? Eh bien, les communistes, ils n'ont pas intérêt à entretenir, justement, des illusions parmi les travailleurs. Surtout pas l'illusion qu'on peut se passer d'une révolution sociale. Être communiste, c'est être convaincu qu'il faut renverser de façon révolutionnaire la bourgeoisie. Alors en expliquant qu'on peut changer la société par le simple jeu de la démocratie, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, le PCF, en fait, il enferme les travailleurs dans une impasse. Alors la dictature, c'est ferme ta gueule, mais la démocratie bourgeoise, c'est cause toujours. Dans l'isoloir, le bulletin de l'ouvrier, il compte autant que celui de Bernard Arnault, de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues. Mais ces milliardaires, eux, ils n'ont pas besoin des urnes pour se faire entendre, à des gouvernements, quelle que soit leur couleur. En réalité, le pouvoir, il est dans les conseils d'administration des grands groupes financiers. Et on ne peut pas compter sur l'appareil de l'État pour s'attaquer aux intérêts de ces capitalistes. Il existe 1000 liens entre les hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus et la grande bourgeoisie. Il suffit de se rappeler de l'impuissance de Nicolas Hulot, justement, qui a fait mine de découvrir le poids de ses dirigeants financiers. Alors pour un communiste, justement, les travailleurs ne sont pas de simples électeurs. Et l'arme des travailleurs, ce n'est pas le bulletin de vote. Les travailleurs, ils ne sont pas que des victimes du système qu'il faudrait plaindre, dont il faudrait s'occuper.
Non, pour nous, ce sont les travailleurs qui produisent toutes les richesses. L'économie mondiale repose sur leur travail. Et au contraire des capitalistes, les travailleurs sont indispensables à la société. Et le monde du travail, justement, eh bien, il dispose d'une force sociale immense. Une force sociale dont les intérêts sont diamétralement opposés à ceux des capitalistes. Bien sûr, à notre époque, le monde du travail montre trop peu sa force. Et bien peu de travailleurs en ont seulement conscience. Mais être communiste, c'est avoir confiance dans la classe ouvrière, dans sa capacité à devenir révolutionnaire. C'est défendre sans relâche les intérêts politiques et matériels des travailleurs. Il faut tout faire pour que grandisse la conscience politique parmi les travailleurs, la conscience de classe et la confiance dans ses propres forces. Eh bien, force est de constater que l'orientation du Parti communiste est bien loin de ces objectifs-là. La seule perspective du Parti communiste, c'est l'accession au pouvoir de nouvelles moutures d'union de la gauche. Eh bien, c'est tromper une nouvelle fois les travailleurs. Ce n'est pas les armées contre les capitalistes qui mènent une guerre sociale impitoyable. Comment imaginer d'ailleurs répondre à cette guerre derrière Hamon, Jadot ou Mélenchon? Alors il y a un autre domaine où le PCF embrouille aussi les consciences des travailleurs. Car être communiste, ben, ce n'est pas être patriote ni chanter la Marseillaise. Inventer les mérites de la France, le soi-disant pays des droits de l'homme, eh bien, c'est faire croire qu'il existe une communauté d'intérêts entre les citoyens de ce pays, sous le prétexte qu'on a une carte d'identité bleu, blanc, rouge. Le patriotisme, en fait, il efface les frontières de classe dans la conscience des opprimés. Les seuls étrangers, ce sont les exploiteurs, à commencer bien sûr par ceux qui parlent français. Marx affirmait « les travailleurs n'ont pas de patrie ». Et en effet, pour chercher du travail, pour fuir la misère ou la guerre, on peut être forcé de changer de ville, de région ou de pays. Les travailleurs sont tous des migrants en puissance. Et pour défendre leurs conditions de vie, eh bien, ils n'ont pas intérêt à être divisés. Ils n'ont pas d'autre choix que de se défendre ensemble, à quelles que soient leurs origines. Et l'internationalisme, eh bien, ça ne consiste pas seulement dans la dénonciation des États-Unis ou des institutions européennes. Bien sûr, Trump est pourri, mais Macron aussi. Ce dernier, il a juste un pouvoir de nuisance plus limité. Bien sûr, les institutions européennes, elles sont pourries. Mais l'État français aussi. Celui-ci, il est au service des puissances financières comme Total, Sanofi ou la BNP. Bien nous, on pense qu'être communiste, c'est être pour la disparition des frontières, parce que ces frontières, elles servent aux classes riches à diviser justement, à les opprimer, à les dresser les uns contre les autres. Elles font en fait uniquement obstacle à la circulation des plus pauvres. Alors aujourd'hui, bien sûr, des travailleurs peuvent penser que les frontières, ça serait une protection. Eh bien, nous, on pense que les communistes, il faut qu'on combatte à ce point de vue. Les frontières, ça ne nous protégera jamais à des crises du capitalisme. Comme ça, vous avez vu, en fait, les 10 ans de la crise de 2008, eh bien, cette crise démarrée aux États-Unis, elle a touché à l'humanité entière. Et le protectionnisme, en fait, il ne protège pas, il ne nous protégera jamais, des exploiteurs bien de chez nous. Ce sont eux qui fixent les salaires, qui imposent les conditions de travail, qui décident de nos vies. Le protectionnisme, ça revient à choisir un camp dans la guerre commerciale que les capitalistes se livrent. C'est choisir le camp de la bourgeoisie française. Les communistes, en fait, ils n'ont pas à faire ce choix-là. Leur camp, c'est le camp des travailleurs. Donc être communiste, c'est donc d'abord poser le problème de qui dirige la société. C'est expliquer aux travailleurs que la lutte de classe, c'est une lutte à la vie, à la mort. Et c'est préparer justement le renversement du capitalisme. Alors on ne peut atteindre cet objectif sans détruire le pouvoir de la bourgeoisie. Détruire son pouvoir économique, ça veut dire l'exproprier, supprimer la propriété privée et collectiviser les moyens de production. Mais c'est détruire aussi son pouvoir politique, par la démolition de l'appareil d'État sur lequel elle s'appuie, de l'armée, de la police, des tribunaux, de la bureaucratie. Et les travailleurs, ils devront remplacer tout ça par leur pouvoir à eux, avec leurs propres organisations, comme l'ont été à la Commune de Paris en 1871 ou les soviets de Russie.
Mais c'est comme cela que les exploités ils pourront imposer leur autorité aux classes possédantes revanchardes. Et à ce moment-là, le communisme, eh bien, ça pourra devenir une réalité. Il deviendra possible d'organiser la société pour satisfaire les besoins de tous. Il deviendra possible d'organiser l'économie sur des bases rationnelles, en se servant des progrès scientifiques, techniques, en planifiant de façon démocratique la production, en répartissant le travail entre tous, en fonction des capacités de chacun. Alors nous sommes bien conscients que le courant communiste et révolutionnaire, mais aussi le Parti communiste français, ne rassemble aujourd'hui qu'une minorité d'hommes et de femmes. Mais on ne peut pas se renforcer en créant de nouvelles illusions qui débaucheront sur de nouvelles désillusions. Le communisme, ça ne peut devenir une force que si les travailleurs entrent en lutte et s'ils s'emparent à des idées de lutte de classe, des idées communistes. Il faut donc gagner des travailleurs aux véritables idées communistes. Il faut faire naître de nouvelles vocations militantes et faire en sorte que des femmes et des hommes relaient les idées communistes dans leurs quartiers, dans leurs entreprises, parmi la jeunesse. Eh bien c'est cela, le Parti communiste dans le monde du travail a besoin aujourd'hui. Et pour cela, nous ne partons pas de zéro. Le mouvement ouvrier révolutionnaire est riche de l'expérience de générations de militants qui depuis le 19e siècle ont combattu la bourgeoisie. Les communistes d'aujourd'hui, eh bien, ils peuvent profiter de l'expérience de Marx, d'Engels, de Lénine, de Rosa Luxembourg ou de Trotsky. Ce dernier d'ailleurs a joué un rôle irremplaçable face au stalinisme. C'est Trotsky qui a maintenu le drapeau du communisme propre pendant que le stalinisme le salissait. Eh bien cette expérience, c'est la nôtre. Nous devons la faire partager pour que le communisme devienne enfin l'avenir de l'humanité. Alors, justement, aujourd'hui, pour faire vivre les idées communistes, eh bien, je passe la parole à mon camarade Philippe. Alors, effectivement, nous, on milite dans la perspective d'un renversement total de la société capitaliste par la classe ouvrière. Alors, on discute avec les militants du Parti communiste et on sait qu'ils ne partagent pas avec nous cette conception d'un renversement du capitalisme. Ceci étant dit, ils sont attachés, pour beaucoup d'entre eux, au nom de leur parti, Parti communiste. D'ailleurs, je le dis en passant, la direction de leur parti a tenté de le changer. Donc, beaucoup sont attachés au nom de ce parti, à la référence au nom de communiste, et au fait que leur parti garde ses liens avec le monde du travail. Et d'ailleurs, ça se traduit dans beaucoup de discussions par le fait qu'il y a un certain regret de la part de certains militants d'une autre époque où le Parti communiste, contrairement à aujourd'hui, à une époque, il se présentait comme le grand parti de la classe ouvrière et il avait un langage en direction des travailleurs. Alors nous, on n'est pas nostalgique des dirigeants de cette époque-là, en particulier de Georges Marchais, qui avait effectivement un langage plus ouvrier que les dirigeants du PC aujourd'hui, peut-être, mais qui a quand même porté tout le programme commun de gouvernement. C'est-à-dire qu'il a mis tout le Parti communiste en ordre de bataille pour faire élire Mitterrand en 81, ensuite donner 4 ministres communistes à Mitterrand pour mener une politique contre les travailleurs, prendre des mesures que même la droite n'avait pas osé prendre avant. Ça a servi à ça quand même, cette politique. Bon, alors en réalité, c'est le parti le plus discrédité là-dedans, ça a été le Parti communiste qui a mouillé son maillot pour cette opération. Bon, alors depuis, ce qui se passe, c'est que toutes les directions successives du PC ont mené exactement la même politique d'alignement sur la gauche de gouvernement. Mais en plus, en abandonnant toute référence à la lutte de classe, à la classe ouvrière, etc. Et ça, c'est significatif. Et en fait, bon, toute cette évolution des organisations de gauche qui ont été liées à un moment ou à un autre à la classe ouvrière politiquement, le fait qu'elles aient abandonné un langage de classe, eh bien ça, aujourd'hui, la classe ouvrière le paye. Parce qu'effectivement, ça la désarme, et en particulier dans une période comme aujourd'hui, où la classe capitaliste, les bourgeois, et les gouvernements qui sont au service des bourgeois, mènent une véritable guerre de classe à la classe ouvrière. Alors, la vie politique, elle est ainsi faite que les gouvernements, ça c'est la démocratie, les gouvernements, ils attirent à eux tout le mécontentement justifié de la population. Bon, par exemple, Macron, il était déjà vomi par la classe ouvrière à peine élu, mais maintenant il est plus que vomi, il est complètement rejeté. Bon, donc, et ça c'est justifié dans la mesure où, en fonction de la politique qu'il mène,
Et puis, tous les travailleurs voient en lui tout le mépris de classe de l'ancien dirigeant banquier, etc. Mais Macron, c'est qu'un exécutant, c'est un pantin. C'est l'exécuteur de base œuvre de la grande bourgeoisie, qui lui donne des consignes, des ordres, une direction, etc. à sa politique. Et ça, il faut en avoir conscience. La conscience de classe, c'est ça aussi, c'est de comprendre que derrière les pantins, derrière le personnel politique, complètement interchangeable, il y a une classe qui est à la manœuvre, une classe bourgeoise, des possédants, des propriétaires des moyens de production. Voilà, et les travailleurs, ils doivent reconnaître leur véritable ennemi. Alors, les hommes politiques, c'est une chose, mais dans la classe bourgeoise qui se cache derrière eux et qui agit. Et il faut que les travailleurs comprennent que la situation politique, elle ne dépend pas des péripéties électorales, mais elle dépend des rapports de force réels entre les classes sociales. Autrement dit, pour comprendre ça, il faut qu'ils entendent un langage de lutte de classe. Voilà. Et alors, bon, ça, je vais revenir rapidement un petit peu sur ce qu'a dit mon camarade, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise que la bourgeoisie est incapable de résoudre. Vous voyez, toutes les mesures qu'elle prend depuis 40 ans, baisser les salaires, augmenter la précarité, franchement, permettre les licenciements. Alors, les licenciements, c'est les patrons, c'est vrai. Enfin, les gouvernements, ils les facilitent de plus en plus, etc. Maintenant, prendre directement dans la poche des salariés, des retraités, des gens qui sont au chômage, etc., ça appauvrit la population et ça lui retire tous ses moyens d'existence. Mais en plus, toutes ces mesures-là, elles aggravent la crise. Bon, parce que les capitalistes, ça restreint leur marché, et en fait, ça aggrave tout. Et c'est pour ça que la bourgeoisie, elle n'arrêtera jamais ses attaques tant qu'il n'y aura pas une réaction collective de la classe ouvrière pour mettre un frein à toute cette politique. Alors donc, nous sommes engagés dans une guerre de classe, et bon, bah, mon camarade l'a rappelé, même la situation chaotique du capitalisme, on ne sait pas du tout à quoi ça peut nous conduire dans les semaines, les mois, etc. Effectivement, il faut penser à la Turquie, l'Afrique du Sud, etc. Du jour au lendemain, la bonne casse la gueule, et des gens qui ont déjà à peine de quoi vivre, bah après, ils n'ont plus du tout de quoi vivre. Même ici en France, dans un pays riche, on n'est pas sûr de ne pas être atteint par ce genre de choses. Et donc, on sait, nous, on a confiance dans la classe ouvrière, on sait que tôt ou tard, elle sera amenée à mener des combats décisifs, ne serait-ce que pour assurer ses conditions d'existence. Parce que le système capitaliste aujourd'hui est incapable, va être de plus en plus incapable de permettre aux gens de vivre. Et dans ce combat-là, dans ce combat général, bah, les militants de la classe ouvrière, ils ont un rôle à jouer. Alors ils ont un rôle à jouer en participant à toutes les luttes partielles que les travailleurs veulent bien engager aujourd'hui, mais ils ont surtout un rôle à jouer politiquement en expliquant que ces luttes partielles, eh ben, effectivement, c'est les premiers pas, ce sont des épisodes, etc., d'un combat plus général qui doit se terminer par le renversement de toute la société capitaliste. Hein, et d'une société qui ne mérite que d'être renversée. Voilà. Et ce combat-là, eh ben, il faut le mener dès aujourd'hui. Et en fait, ce qui manque à la classe ouvrière aujourd'hui, outre la science de son malheur, c'est la conscience de sa force, du rôle essentiel qu'elle joue dans la production, dans toute la société, le fait qu'effectivement, elle est indispensable, alors que les actionnaires, les boursicoteurs, etc., ils ne servent absolument à rien. Et c'est le rôle des militants de la classe ouvrière d'expliquer ça, de défendre cette perspective. Et il faut bien constater que ce n'est pas du tout ce qu'a fait le Parti communiste depuis toutes ces années. Alors ce qu'il peut dire, il a réussi des choses quand même. Il a réussi à faire élire Mitterrand, Hollande, Jospin, des gens comme ça. C'est-à-dire des ennemis de la classe ouvrière, hein, par exemple, et puis des gens qui ont fait des promesses. Hein, Hollande, ennemi de la finance, Mitterrand qui expliquait que on ne pouvait pas être au Parti socialiste si on n'était pas contre le capitalisme, etc. Voilà. Et ben, tous ces gouvernements-là, ils ont agi directement contre les travailleurs. Et ça, ce n'est pas une découverte, parce que le Parti socialiste n'a jamais fait autre chose depuis la guerre de 14. Alors, pour justifier cette politique-là, le Parti communiste a expliqué pendant toutes ces années que dans notre société, il y avait deux camps, la droite et la gauche. C'est censé recouper plus ou moins les riches, les pauvres. Alors que la droite défende les riches, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est une réalité. Mais la gauche, qui s'appuie bien souvent sur un électorat populaire, en fait, elle s'est tout autant aplatie devant les capitalistes et amené leur politique. Alors d'ailleurs, je voudrais donner quand même un exemple un peu significatif de ce que c'est que la gauche. Vous savez que Macron, là, il a, enfin, comment dire, je ne sais pas comment dire les choses, il a d'une certaine manière reconnu la responsabilité de l'État dans la mort de Maurice Audin, qui était donc un jeune militant communiste du Parti communiste algérien,
qui est mort en Algérie en 1957, sous les coups des militaires, qui l'ont poignardé, en plus pour faire croire que c'était les militants algériens qui l'avaient tué. Bon, en fait, c'est les tortionnaires, c'est les parachutistes de Massu qui l'ont tué. Maurice Audin, c'est de toute évidence un militant de gauche. Mais les gouvernements de l'époque, c'était qui? C'était Guy Mollet, des gens comme ça, les socialistes. C'est eux qui ont envoyé les militaires en Algérie et qui leur ont donné toute licence pour faire le sale boulot et massacrer des Algériens, et entre autres aussi de torturer et de tuer un certain nombre de militants du Parti communiste. Voilà, alors il faut croire que Guy Mollet, qui était donc le dirigeant socialiste de l'époque, hein, ça devait bien être un dirigeant de gauche, puisque les élus du Parti communiste à l'époque ont voté les pleins pouvoirs à Guy Mollet pour faire la paix en Algérie. Voilà. Donc, ben voilà, c'est ça la gauche. La gauche, c'est un ensemble de gens. Alors, il y a des gens qui votent à gauche, qui ont des valeurs, qui veulent que les choses changent, etc., qui sont très souvent des milieux populaires. Et puis, au sommet, en fait, c'est les appareils, c'est des politiciens, c'est des carriéristes qui se mettent intégralement au service de la bourgeoisie et qui sont prêts à faire tous les plus sales boulots. Voilà. Et bien ça, dire que dans la société... Dire que la société, elle se coupe en deux, la droite et la gauche, il n'y a pas eu pire pour brouiller la conscience des travailleurs pendant toutes ces années. Et en fait, toutes ces trahisons par les gouvernements de gauche, eh ben, ça a conduit bien des travailleurs à se détourner de tout intérêt pour la politique, et puis même à ne même plus croire à l'action collective. Et puis il y en a d'autres, alors d'autres, ou peut-être même un peu les mêmes des fois, qui, partis dans leur élan de bien voter, parce qu'on leur a expliqué que ce qui était important, c'est de bien voter, eh ben, ils continuent à bien voter, entre guillemets, ben, ils votent pour des gens qu'on n'a pas essayé. Donc certains travailleurs aujourd'hui, s'ils votent Front National, c'est parce qu'on les a habitués aussi à bien voter, soi-disant, pendant toutes ces années. Et ça, les partis de gauche ont une responsabilité dans cette affaire. Alors, on constate d'ailleurs qu'aujourd'hui, le Parti communiste, il persiste dans cette voie. Par exemple, les textes effectivement, du congrès dont parlait mon camarade tout à l'heure, hein, pour le congrès de 2018, ils enterrent le Front de gauche, qui était un peu le rassemblement avec le Parti communiste, mais les mélenchonistes et puis d'autres, hein, parce que en disant, bon ben voilà, il n'y a plus rien à en tirer, ça s'est effondré. Alors le Parti communiste n'a rien tiré du Front de gauche, ça c'est sûr. Par contre, Mélenchon, lui, ça lui a permis de relancer sa carrière politique. Et il est bien là, voilà, avec tous ses propos sur les migrants, etc. Voilà. Donc un obscur sénateur, il a réussi à de nouveau s'appuyer sur le Parti communiste pour exister aujourd'hui dans le paysage politique. Et récemment, il y avait un article dans l'Humanité sur un rassemblement à l'initiative du socialiste Emmanuel Morel. L'article titrait « La recomposition de la gauche va bon train ». Alors ça recommence, vous voyez. Donc l'article regrettait qu'il y a un émiettement de la gauche. Bon, ça après, le quinquennat Mitterrand, on ne va pas regretter qu'il soit émietté. Hein. Voilà. Mais tout ça, ça participe à une nouvelle opération pour voilà, restructurer la gauche, la réorganiser, en changeant quelques têtes, hein, en disant mais non, c'est plus les mêmes, c'est plus rien à voir, pour recommencer de nouveau l'alternative à gauche une fois que Macron sera passé dans la poubelle de l'histoire. Alors, évidemment, nous, on est donc nous, on est quand même dans la perspective des luttes, c'est sûr, mais il y a des travailleurs du PC, et puis d'autres, enfin des militants du PC, et puis des travailleurs qui nous disent bon, d'accord, mais enfin les luttes aujourd'hui, il y en a quand même pas beaucoup. Alors, en attendant, peut-être qu'on pourrait, il vaut quand même mieux avoir les moins pires au gouvernement en attendant que la chaudière éclate. Bon, eh ben, en fait, même ce raisonnement-là, il est faux, parce que si la gauche, si elle réussit à réaccéder au pouvoir, ce qui n'est pas sûr, enfin si elle réussit, que ça soit à travers Mélenchon ou quelqu'un qui est issu d'un débris du PS, hein, bah, il poursuivra la politique de Macron. Parce qu'en fait, ce gouvernement de gauche, il obéira aux injonctions de la classe capitaliste, rendue encore plus agressive avec l'aggravation de la crise. Croire ces gens sur parole et faire croire aux travailleurs qu'on peut les croire, c'est une trahison. Aucun dirigeant de gauche qui compte se faire élire ne va dire aujourd'hui les mesures qu'il va prendre demain, les coups dans la gueule qu'il va nous mettre. S'il veut se faire élire, il va dire ce que les électeurs ont envie d'entendre, et puis demain, il fera exactement le contraire. Comme d'habitude. Et les militants du PC, ou tous les militants qui ont consacré du temps, toute leur énergie, tout leur crédit dans une telle opération, voilà. Est-ce qu'ils vont, alors, aujourd'hui recommencer à aller convaincre tous les gens qui connaissent qu'il va falloir encore voter pour ces gars-là, pour ces carriéristes? Les politiciens de gauche, quand ils sont déconsidérés, ils peuvent se recycler.
Certains sont devenus macronistes, hein, ils sont parlementaires macronistes. D'autres, ils sont devenus cadres dans les grandes sociétés capitalistes. Mais les militants du PC qui ont participé à ces opérations, eux, ils sont déconsidérés. C'est pour ça que les militants du PC sont placés devant un choix. Soit poursuivre dans cette voie et prendre le risque que leur parti s'effondre complètement et disparaisse, en servant de marchepied à tous ces politiciens. Ou alors s'engager dans le combat aux côtés de leur classe. Alors bien sûr, les luttes nécessaires pour mettre un coup d'arrêt à toutes les attaques de la bourgeoisie, bon, elles surgiront de circonstances politiques qu'on ne peut ni prévoir ni provoquer. Mais on peut préparer ces luttes-là en affirmant que le monde capitaliste est condamné et que seule la prise en main de la direction de la société par la classe ouvrière offre un avenir à l'humanité. Et un courant capable aujourd'hui de tenir un tel langage, aujourd'hui, cela changerait le climat politique. Et cela changerait le climat politique dans la classe ouvrière. Les travailleurs, aujourd'hui largement déçus, démoralisés, n'ont pas conscience de la peur qu'ils peuvent inspirer aux patrons quand ils se mettent en bagarre, quand ils se mettent dans des mobilisations larges et massives. Et lorsqu'ils trouvent les moyens de contrer les attaques des patrons et les manœuvres de l'État. Alors l'existence dès aujourd'hui d'un courant militant qui affirme la présence politique de la classe ouvrière, qui lui redonne confiance dans sa force, est la meilleure manière de préparer les combats de la classe ouvrière, que la classe ouvrière devra inévitablement mener demain. Et il n'y a jamais trop de militants pour défendre cette perspective. Bon, ben maintenant, chers amis, on va passer au débat. Alors, on a un petit problème technique, c'est qu'on a un seul micro. Donc, on va quand même vous répondre. Donc, il y a une camarade qui va passer avec le micro, mais il faudra nous le rendre, évidemment. Si vous voulez bien vous rapprocher un peu. 1, 2, 3. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bon, vous parliez d'injonctions, mais vous n'avez pas du tout parlé des injonctions européennes. Et je voulais savoir ce que vous entendez aujourd'hui par classe ouvrière, parce que des usines, il n'y en a plus, et des ouvriers, plus beaucoup. Voilà, merci. Ça marche. Je fais les injonctions. Alors, j'ai bien compris ce que disait la camarade sur les injonctions européennes. Qu'est-ce qu'on en dit? Voilà. Alors, peut-être qu'on ne va pas être d'accord. Bon. Alors, qui a vraiment le pouvoir aujourd'hui? Voilà. Alors, effectivement, bon, je pense qu'on va peut-être pas être d'accord, mais enfin, c'est quand même le lieu d'en discuter. Il y a un certain nombre de militants de gauche qui sont engagés aujourd'hui dans la dénonciation des institutions européennes. Alors qu'on soit bien d'accord, que les institutions européennes, ça soit des instruments de la bourgeoisie européenne, là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça, la construction européenne, ça a été un moyen pour la bourgeoisie européenne de sortir justement des limites du marché national un peu trop étroit, etc. Ils ont inventé une monnaie européenne comme machine de guerre contre le dollar, machine de guerre de petit calibre, mais enfin quand même, etc. Bon, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, dire que tout ce qui nous tombe sur la gueule, c'est les injonctions de l'Union européenne, je regrette, mais ça c'est une diversion. Par exemple, les attaques contre la SNCF, là. L'année dernière, il y a un mouvement important dans ce pays, bon, le mouvement de cheminots, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, il y a des militants qui expliquaient que c'était sous les injonctions de l'Union européenne. Ah bon? Ben moi, je peux vous dire qu'il y a des entreprises capitalistes, bleu, blanc, rouge, bien françaises, qui sont à l'affût, qui veulent se partager le gâteau. Et ben les injonctions, ça vient de ces sociétés-là. Qu'il y ait par ailleurs des, comment dire, au niveau des institutions européennes, des arrangements, des machins, des consignes, des tractations entre les différents États, c'est une chose. Mais le vrai problème, c'est la classe capitaliste qui, elle, donne réellement des injonctions. Tu me dis, le gouvernement français n'a pas vraiment le pouvoir.
Alors qui lui donne les consignes? Les institutions européennes? Ben ça c'est une blague. Contrairement à ce que tu dis, c'est une blague parce qu'en fait les institutions européennes, c'est en fait l'émanation des États les plus puissants. Alors c'est sûr, les pays de l'Est là-dedans, les gouvernements, ils n'ont pas beaucoup leur mot à dire. Les pays les plus faibles. Mais je peux vous dire, la France, l'Allemagne, etc., elles ont voix au chapitre dans les institutions européennes, et c'est toujours leur point de vue qui prévaut. Et puis je voudrais dire quand même quelque chose justement sur l'Europe, etc. Bon. Alors, moi je sais pas, hein, je sais pas s'il vaut mieux être pauvre en francs ou en euros, mais la fermeture des frontières, parce que c'est ça que ça veut dire, c'est la faute de l'Europe, ça ira mieux sans l'Europe. Sortons de l'Europe, ça ira mieux. On va s'abriter derrière nos frontières, on va revenir à la monnaie nationale, ça va aller mieux. Parce qu'on n'aura pas encore les patrons qui ne vont pas continuer à baisser les salaires, à licencier, etc. On aura les mêmes ennemis en face de nous, les capitalistes, alors ici les capitalistes de notre propre pays. C'est les mêmes. Voilà, donc en réalité, tout ça, je pense que discuter comme ça des institutions européennes, c'est quand même d'une certaine manière faire un peu diversion, parce qu'on nous agite un ennemi qui est un peu lointain, etc., et un peu secondaire, alors que les véritables ennemis, c'est quand même ce qu'on a voulu expliquer là. Ils sont là, c'est les possédants, c'est ceux qui possèdent les capitaux, les financiers, etc. Voilà. Et là, justement, tout ça, c'est quand même des chiffons rouges qui amènent la classe ouvrière un peu dans fausse direction. Voilà. Et nous, on tient quand même à affirmer ça. C'est le fait, justement, la lutte de classe. Ben voilà, il faut que les travailleurs s'attaquent à leurs véritables ennemis, c'est-à-dire à la classe capitaliste. Alors sur l'autre aspect de ta question, voilà, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de travailleurs en France, d'ouvriers. Si je me rappelle, en Russie, au moment de la révolution russe, il y avait 3 ou 4 millions d'ouvriers dans un pays de, je ne sais plus combien, de dizaines de millions. Ils n'auraient pas dû essayer alors. Et ils ont eu raison d'essayer. Donc le problème, c'est la confiance. Et c'est peut-être ça qui nous sépare, nous, lutte ouvrière, du Parti communiste. Nous, on a confiance dans les travailleurs. Même dans un pays sous-développé, même là où l'industrie est peu développée, nous, on est convaincus que les travailleurs, même minoritaires, ils ont la force de s'attaquer à la bourgeoisie. Et en plus, nous, on pose le problème pas à l'échelle d'un seul pays. Le socialisme dans un seul pays, c'est impossible. Hein? Donc pour nous, la classe ouvrière française, elle fait partie de la classe ouvrière européenne. Et c'est peut-être pas elle qui commencera la lutte. Mais le problème des communistes, c'est de s'adresser aux travailleurs, en France comme ailleurs, hein, pour leur expliquer qu'ils sont les seuls à pouvoir changer les choses. Pour leur expliquer qu'il ne faut pas s'en remettre à tel ou tel politicien qui va s'occuper de nous. Parce que ça ne marche pas. Et même le Parti communiste, il le dit lui-même, parce que dans un des textes de la direction, ils disent que toute cette politique d'union, d'alliance, c'est un échec depuis 1978, depuis 40 ans. Alors ils proposent de continuer. Ok, 40 ans d'échec et continuons. Mais nous voilà, on est convaincus que c'est une impasse. Donc le problème, il n'est pas numérique. Hein. Le problème... c'est nous, en tant que militants communistes révolutionnaires, qu'est-ce qu'on a à dire à nos camarades de travail, aux employés, aux intérimaires, à tous ceux qui font vivre ce pays et puis les autres. Et puis, en fait, la classe ouvrière, elle n'a jamais été aussi nombreuse. En Chine, en Afrique du Sud, en Europe de l'Est, partout sur la planète, il y a des milliards de travailleurs. Et la classe ouvrière française, c'est quand même la classe ouvrière de la 6e puissance industrielle du monde. Puis c'est la 6e puissance économique du monde. Alors qu'est-ce que... Enfin, c'est une force. Et il ne faut pas oublier, là, les actionnaires, ils ont touché en 6 mois 50 milliards en France. La distribution, là. Et ça ne tombe pas du ciel, ces richesses. Donc nous, en fait, le vrai problème, c'est est-ce qu'on a confiance ou pas dans les travailleurs. Qu'est-ce qu'on leur dit? Si on leur dit, de toute façon, on ne pèse plus rien, on est mort. Mais ça revient à ça, ce que tu dis. Il n'y a plus d'usine, il n'y a pas d'entreprise. Alors, non mais tu vois, ça a un aspect de résignation. Bon, mais tant mieux si tu l'es pas. Tant mieux si j'interprète mal ce que tu dis. Tant mieux. Mais voilà, nous on pense que le problème, il est politique. Qu'est-ce qu'on dit aux travailleurs? Comment est-ce qu'on essaie de leur donner des arguments, confiance dans leur force, et puis de comprendre que vraiment, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de solution dans le capitalisme. Et ça, il faut qu'on en soit conscient, qu'on convainque les autres. C'est dur aujourd'hui. Ah, bien sûr, c'est dur. Mais c'est dur parce que ça fait 40 ans, au moins, ou 50 ans, qu'on leur dit qu'il suffit de voter pour que ça change.
Donc les gens, ils ont fait confiance, hein, et ils ont suivi, ils ont essayé. Et où ça les a amenés. Donc il y a une pente à remonter, c'est vrai. Et le problème, voilà, c'est pas... bon. Et puis, moi, il me semble que dans les usines d'automobiles et tout ça, on n'a jamais autant produit de voitures. Hein. Vous voyez, voilà. Peut-être qu'il y a moins de travailleurs, peut-être que la productivité a monté, oui. Mais la puissance sociale des travailleurs, elle est là. En France comme ailleurs. Voilà. Un, deux, un, deux. Oui, c'est bon. Oui. Moi, ce que j'aimerais juste ajouter aussi concernant la classe ouvrière, au-delà du fait déjà qu'en France, on a 20% d'ouvriers, ce qui est très supérieur au nombre d'ouvriers qu'on avait en Russie. Donc, effectivement, c'est ce que disait le camarade. Aujourd'hui, la classe ouvrière, en termes de nombre, elle est puissante. Mais c'est au-delà de ça, en fait. C'est tout cet argent dont on parle en milliards. Les vraies richesses, c'est pas l'argent. Les vraies richesses, c'est la production des marchandises. Et qui produit ces marchandises? C'est les ouvriers. C'est eux qui produisent la richesse. Et c'est cette classe-là sur laquelle tout le système capitaliste, en réalité, repose. Et toute la production de richesse. Donc c'est cette classe-là, c'est pas non plus qu'une question de nombre. C'est aussi une question de... si la classe ouvrière demain arrête de produire, c'est tout le système qui s'effondre. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et aussi mais sur l'Europe aussi, de toute façon, Marx disait déjà que de toute façon le capitalisme il se mondialise, il est mondial aujourd'hui. La lutte elle doit être mondiale. Et juste rapidement, ce qu'écrivait Trotsky déjà, je crois que c'était en 1905 ou 1906. Il disait déjà que la révolution russe, si elle ne s'étendait pas à d'autres pays européens, cette révolution-là, ça n'allait pas aboutir ou ça allait se staliniser. C'est ce qu'on a vu. Il avait déjà expliqué. Effectivement, le fait que la révolution allemande n'ait pas pris, ça a bien montré que le socialisme dans un pays tel que Staline le défendait, c'est pas possible, c'est un leurre. Donc aujourd'hui, il faut être dans une perspective mondiale et on peut critiquer les institutions européennes, mais il faut critiquer la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, elle est mondiale. Et voilà, il ne faut pas mener le combat contre l'Europe, c'est ne pas mener le combat contre les capitalistes. Et moi, je pense qu'il faut s'attaquer directement à cette classe-là et pas à une autre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, interventions? Ouais. Bonsoir. Donc, je voulais vous poser une question. Nous... Parle bien dans le micro. Voilà. Là, ça marche, là, c'est bon. Ouais, on entend. Ok. Donc nous, en tant que travailleurs, aujourd'hui, notre solution pour sortir du capitalisme, ce serait quoi? Rien du tout. Vous entendez pas? Là, ça va mieux? Voilà. Ok, c'est mieux. Nous, en tant qu'ouvriers, aujourd'hui, donc nos moyens d'action, ce serait quoi réellement? Et comment faire pour justement sortir de ce capitalisme? Mais au niveau des actions, ça se résumerait par une révolution donc, dans la rue, une révolution violente. Mais si aujourd'hui en France, ça prenait, est-ce que vous pensez que ça pourrait tenir justement sur le long terme? Et qu'est-ce qu'il adviendrait à se sortir du capitalisme, à la sortie de ce capitalisme-là? Bon, c'est sur le parti là en fait. Hein. Oui, entre autres, oui. Bon alors là, je suis un peu, comment dire, le problème c'est qu'on a aujourd'hui pas trop d'idées. Justement, quand tu dis est-ce que ça pourrait tenir, est-ce que ça représenterait un pouvoir ouvrier parce qu'en fait là, tout à l'heure, on a donné des chiffres, 20% d'ouvriers, etc. Moi, je ne sais pas, hein, sur les travailleurs de ce pays, vous prenez le RER à l'aube le matin, à la première heure, il est plein, c'est des gens qui vont au boulot. Alors, c'est pas, on parle d'ouvriers, ça, c'est les catégories.
le monde du travail, c'est bien plus large que ça. C'est peut être des employés de banque, ça peut être des gens qui bossent dans les transports, parce que eux, pour le coup, ils peuvent pas prendre le RER puisqu'ils le conduisent. Donc, ils se lèvent encore plus tôt, etc. C'est quand même toutes les activités de notre société. C'est pas forcément des ouvriers de production, mais c'est des travailleurs. Bon, et en fait, la majorité de la population, c'est des travailleurs, avec autour d'eux des gens qui vivent de leur travail, qui ne sont pas forcément des travailleurs, enfin des salariés, ça peut être même des gens qui sont à leur compte. Mais de ce point de vue-là, ça ne change pas grand-chose. C'est des gens qui vivent de leur travail et qui créent des richesses. Et une mobilisation, nous aujourd'hui, on n'en a pas la moindre idée parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu. Alors bien sûr, on connaît des grèves, il y a la grève des cheminots, etc., etc. Mais dès qu'on se plonge un peu dans les livres, on regarde les images, on voit ce que ça a été que 36. Le patron, il va à son usine, elle est occupée. Ah, c'est son usine, hein, c'est sa propriété. Hein. Pour entrer dedans, il faut qu'il passe devant le comité de grève pour qu'il ait un laissez-passer pour entrer dans son usine. Il fait pas ce qu'il veut. Après, il va boire un café. Ben non, il y a encore des garçons de café qui font un piquet grève devant son café. Il peut même pas aller prendre son café. Et en fait, ils ont eu une trouille en juin 36 énorme au moment de la grève générale. Et dans ces situations-là, la classe ouvrière, elle montre à elle-même la force qu'elle peut représenter. Et là, elle a des possibilités énormes. Nous, on met en avant le fait qu'on doit contrôler les capitalistes. Mais des fois, les travailleurs, ils ont des idées de ce que ça pourrait être que le contrôle dont on n'a même pas la moindre idée. Il y a une grève de fonctionnaires très importante dans les années 50. Et à l'époque, vous savez, le téléphone, c'était avec des fiches. C'est pas comme aujourd'hui avec les satellites. Donc il y avait les dames du téléphone avec les fiches. Et donc il fallait bien qu'elles écoutent, etc. Et donc c'était la grève des téléphones. Et donc les grévistes avaient décidé que les seuls appels qui passeraient, c'est les téléphones d'urgence, en cas de décès, de ceci, cela. Donc évidemment, les patrons, comme ils voulaient quand même contourner l'embargo sur le téléphone, quand ils voulaient faire des affaires avec quelqu'un, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils disaient, oui, je téléphone, mais c'est pour ma grand-mère malade, etc. Sauf qu'ils étaient écoutés, parce que les dames du téléphone, elles écoutaient. Et quand elles voyaient que ça n'avait rien à voir avec la grand-mère malade, mais que c'était un capitaliste qui passait entre eux, hop, elles coupaient. Vous voyez? Et ben, est-ce qu'il y a un d'entre nous qui penserait que des travailleurs pourraient faire des choses comme ça? Le contrôle, les idées que les travailleurs pourraient avoir, des employés de banque, sortir les comptes en banque, tout contrôler, tout afficher, etc., on n'en a pas la moindre idée. Quand la classe ouvrière se met en mouvement, des solutions, on en trouve plein. Après, le problème, c'est un problème politique. Et à chaque fois, tu vas avoir... Alors là, on a parlé des gens de gauche. Mais à chaque fois que les travailleurs se mobilisent largement et font peur aux possédants, tu en as toujours des gens de gauche qui viennent au-devant des travailleurs pour dire « Vous faites confiance, je suis avec vous, vous me connaissez. Je vais vous expliquer ce qu'il faut que vous fassiez. Alors déjà, vous allez vous calmer. » Et c'est toujours comme ça que ça se termine. Toujours. Pensez à l'unité. Vous n'êtes pas tout seul. Pensez à l'unité du pays. Il ne faut pas faire peur aux autres pays. Calmez-vous, etc., etc. Cette engeance-là, on l'aura toujours sur le dos. Et nous, quand on dit est-ce que ça tiendra, est-ce que ça ne tiendra pas, est-ce qu'on réussira ou pas, ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on ne s'attelle pas à l'idée de construire un parti aujourd'hui pour les travailleurs qui défendent leur politique, etc., on est sûr qu'on aura ces adversaires-là devant nous. Et ils ressembleront à des gens, un quart révolutionnaire, à moitié révolutionnaire, tout ce que tu veux, plus rouge que rouge. Mais ils seront là pour enterrer les mouvements et pour empêcher la classe ouvrière de réussir. On les aura. Donc nous, notre problème à nous, c'est que les travailleurs aient leur parti pour pouvoir prendre le pouvoir et de pouvoir balayer tous les obstacles. Voilà. Alors moi, c'est sur un autre aspect. C'est vrai que bon, nous, on a confiance dans les travailleurs. Ils font tout le travail. On pense qu'ils pourraient l'organiser autrement. Ils le font déjà. C'est ce que mon camarade a évoqué. Mais l'autre aspect, c'est nous, on est convaincus qu'on ne peut pas se servir du pouvoir de l'État tel qu'il existe aujourd'hui. Et on pense que justement, une révolution ouvrière, ça consiste à licencier l'armée, la police, les tribunaux et tout ça, à leur dire, voilà, s'en débarrasser. Ça sera il y a eu des situations comme ça, comme en Russie, voilà, où les travailleurs, ils ont, dans leur lutte, de toute façon, eu affaire au pouvoir de l'État, hein, sous la forme de la répression, et ils l'ont vaincu. Il y a eu quelques exemples comme ça. Ben, nous, on pense que le problème, il se pose de la même façon aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est dans une république où on a le droit de vote que, justement, tout l'appareil de l'État, il va
laisser faire les travailleurs qui s'attaqueraient à la propriété privée des patrons, qui les foutraient à la porte, qui réquisitionneraient les entreprises, qui réquisitionneraient les hôtels, les beaux hôtels particuliers. Voilà. Et donc, la révolution, c'est aussi ça, c'est se préparer à remplacer ce pouvoir d'État. Est-ce que la population s'arme? Est-ce que... voilà, c'est nous qui organisons le pouvoir, qui imposions notre autorité, hein, pour que les capitalistes et les riches, ils puissent plus nous imposer leur volonté. Évidemment, comment est-ce que ça va se faire? Il y a plein d'exemples dans le passé qui montrent que même les travailleurs, ils ont choisi de s'armer sans attendre les révolutionnaires. Il y a plein d'exemples comme ça où nous en lisant, en s'intéressant au passé, on peut voir tout ce qui est possible. Alors après, à l'avenir, ça ne se passera jamais deux fois de la même façon. Nous, tout ce qu'on pense qui est nécessaire, c'est qu'il faut qu'il y ait des communistes qui réfléchissent à tout ça, qui se cultivent, qui lisent, qui s'informent et qui choisissent de le préparer. Hein? Les luttes, elles ne vont pas démarrer, les gens ils ne vont pas nous attendre. Hein, la révolution russe, elle a commencé en février sans que les bolcheviks les préparaient. Enfin, c'est pas eux qui ont décidé en tout cas que les ouvrières elles descendraient dans la rue à ce moment-là. C'est parti sans eux. Et à l'avenir, ça sera peut-être le cas pour nous. Ce qui peut dépendre de nous, c'est d'aider les travailleurs à s'organiser, à prendre conscience de leurs forces, à ne pas se laisser berner par un tel ou un tel. Et puis à leur expliquer que c'est pas qu'en France qu'on va changer les choses. Hein, que le problème, il est international et que il faut s'adresser aux travailleurs des autres pays, et étendre notre lutte. Et voilà, c'est le rôle des communistes, c'est celui-là. Essayer, non pas lutter à la place des gens, mais on doit les aider à gagner. Et c'est ça notre rôle. Et les aider à gagner, c'est faire en sorte qu'ils prennent confiance dans leurs forces et conscience de tout ce dont ils sont capables. Oui, il y a encore une question, enfin une intervention. Ouais, ça va, vous m'entendez? Oui, alors, je voudrais revenir sur une chose là. C'est qu'actuellement, le gouvernement est pris un petit peu au piège, à vouloir faire plaisir à son électorat réactionnaire, de la bourgeoisie, en diminuant la représentativité des syndicats dans les entreprises. Je crois que dans les grandes entreprises, on va perdre à peu près la moitié des représentants syndicaux. Donc les trois parties des syndicats, les CE, CHSCD, vont être rassemblés dans une seule formation. Et que par conséquent, peut-être elle est en train de se tirer une balle dans le pied. Parce que les salariés sont quand même encadrés par les syndicats dans les entreprises. Alors, dans les syndicats, il y a un peu toutes les tendances. Il y en a qui sont pro-patronales et puis d'autres qui sont contre les patrons, évidemment. Et que, comme il y aura moins de représentants syndicaux, eh ben, les ouvriers seront ouverts à eux-mêmes. Et de pouvoir s'exprimer par eux-mêmes et de s'organiser par eux-mêmes. Donc, espérons-le que, par ce biais-là, les patrons, ils perdront quelque chose. Parce qu'en 1936, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont regretté qu'il n'y avait pas de syndicats. C'est les patrons qui ont voulu qu'il y ait des représentations syndicales. Donc, la bourgeoisie, là, à force de nous réduire les salaires, de faire des contrats de 30 heures par semaine, de réduire les travailleurs à la pauvreté, elle est en train d'engranger une colère. Et les travailleurs plus encadrés dans les entreprises par des syndicats se révolteront et s'organiseront eux-mêmes. Je crois que l'espoir, il viendra de là. Alors, effectivement, ce que tu viens de dire, alors, ceci dit, c'est vrai quand même que, alors c'est pas la principale chose qu'on dit, mais le fait qu'il y ait une baisse de la représentativité syndicale, malgré tout, on la dénonce un peu à juste raison. Mais c'est vrai que on pleure pas là-dessus, dans la mesure où ça, pendant des années, la bourgeoisie, elle s'est quand même appuyée sur les appareils syndicaux comme
comme d'un amortisseur. Hein, on lâche des choses, mais en contrepartie, le jour où c'est vraiment la bagarre, on peut compter sur les syndicats responsables pour freiner, voire arrêter les grèves. Alors là, aujourd'hui, on a parlé du fait que la bourgeoisie trouvait pas de perspective, enfin pas de solution à sa propre crise. Et c'est vrai que c'est un des aspects d'ailleurs de sa politique. Il faut que tout coûte moins cher. Alors, c'est vrai pour les infrastructures. Hein. Les ponts, ça coûte trop cher maintenant. Il faut faire des économies sur les ponts. On voit ce que ça fait, comme la situation en Italie, à Gênes par exemple. On voit ce que ça provoque. Mais la situation est bien plus générale que ça. Il y a même des patrons qui se plaignaient que les infrastructures, par exemple en Allemagne, étaient complètement en capilotade. On fait des économies d'un côté pour subventionner le patronat, puis de l'autre côté, on n'entretient plus ni les ponts ni les routes. Et bien en fait, avec les syndicats, c'est un peu la même chose. Ils ont décidé quand même de faire des grosses économies, enfin des petites économies, en disant on va payer moins de syndicalistes permanents dans les entreprises et que les syndicats se démerdent. Alors ce que tu as dit, c'est vrai, il y a une grosse baisse, puis il y a un certain nombre d'entreprises, par exemple la SNCF, on va passer de 9000 à 900 délégués. C'est une grosse baisse. Alors, ce qui est vrai qu'il y a eu des situations où, comme en juin 36, quand on parlait de la grève générale, c'est tout à fait vrai, où au moment où la CGT devait faire reprendre le travail, il n'y avait pas toujours de délégués pour le faire, parce que les militants avaient été foutus dehors par les patrons les années précédentes. Alors tout ça, ce que tu dis, c'est vrai, que finalement, tout ça, ça va dépendre des réactions de la classe ouvrière et qu'elle pourra peut-être, justement, quand même surmonter ces difficultés. Mais ceci étant dit, à condition qu'il y ait des militants qui défendent ses intérêts quand même. On en revient quand même toujours à cette idée-là. Hein, il y a la spontanéité, ça existe. Hein, il y a des réactions de colère, elles sont imprévisibles, etc. Mais il faut quand même que, malgré les difficultés, malgré les reculs, malgré le fait que les possibilités se restreignent, il faut qu'il y ait des travailleurs, des militants, qui aient un langage par rapport à ça, qui préparent justement les travailleurs au combat décisif qu'on va être tôt ou tard être amené à mener. Pardon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, interventions. Je suis latino-américain et je voudrais savoir votre position en ce qui concerne le Venezuela. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que donc au Venezuela, la situation économique, elle est devenue catastrophique, et qu'une partie de la population en est même à essayer de trouver refuge ailleurs pour essayer de se nourrir. Alors vous savez que dans un passé assez restreint, avec Chavez entre autres, le Venezuela nous a été présenté ici comme une solution finalement. Il existe là un gouvernement qui essayait de mettre à l'abri un petit peu les pauvres en redistribuant une partie de la manne pétrolière. Sauf que le Venezuela, il ne contrôle pas le prix du pétrole. Et quand le prix du pétrole augmentait, était à des niveaux importants, oui, le gouvernement du Venezuela, il choisissait de redistribuer une petite partie. Ce que tous les gouvernements ne faisaient pas d'ailleurs. C'était quand même à son honneur de le faire. Mais maintenant que le prix du pétrole il s'est cassé la gueule, on se rend compte que le Venezuela, il ne contrôle rien. Il se retrouve dans une situation de complète dépendance et ils sont victimes du marché mondial, finalement, de l'économie de marché, dans laquelle tous ces pays pauvres, eux, ils interviennent en tant que pays soumis. Et là, les pauvres, les travailleurs au Venezuela, c'est eux qui en font les frais à nouveau. Alors là, il y a effectivement une opposition, celle qui s'était opposée à Chavez et qui s'oppose maintenant à Maduro, qui retrouve à nouveau peut-être l'oreille d'une partie de la population. Il y a les États-Unis qui poussent peut-être pour à nouveau intervenir militairement au Venezuela, comme ça commence à s'évoquer. Voilà, comme certains l'évoquent maintenant. Nous, la conclusion qu'on en tire, c'est que ceux qui, comme Chavez ou d'autres, cherchent des solutions dans le cadre du capitalisme, ils ne servent pas leur peuple, ils ne servent pas les travailleurs. Ils font naître l'illusion
hein, que eux, comme des Robin des Bois ou des euros, voilà, ils vont pouvoir mettre leur peuple à l'abri du capitalisme. C'est pas possible. C'est ça que ça démontre. Hein. Là, les travailleurs au Venezuela, ils font face à une situation où ils sont laminés. Bon, ben, nous, on pense qu'il faut d'autres solutions que ça. Hein. Il faut que les travailleurs, ils prennent leurs affaires en main, là-bas qu'on exproprie et que la création de richesse, elle soit contrôlée par les travailleurs et faite par les travailleurs. Et aussi l'idée que ce n'est pas les Vénézuéliens tout seuls qui vont s'en sortir. Hein, tous les peuples d'Amérique latine, ils font tous face à l'impérialisme américain, ils font tous face aux exploiteurs de leur pays. Bon, mais ils ont besoin de lutter ensemble finalement. Donc pour nous, on pense que... moi, je ne sais pas ce que là-bas je dirais exactement aux travailleurs vénézuéliens. J'y suis pas, je ne suis pas un militant d'Amérique latine, mais je vois bien de ce dont... à quelle force ils font... en fait quoi ils font face. Et nous, la conclusion qu'on tire, c'est voilà, il y a un bon gouvernement, c'est une impasse, quoi. Le problème, c'est le capitalisme, il faut le renverser. Et là, malheureusement pour eux, les Vénézuéliens, ils font face à cette réalité-là. Et justement, l'exemple du Venezuela, ça peut être peut-être une conclusion, mais c'est comme ce qui se passe en Turquie avec l'effondrement de la monnaie, ou en Afrique du Sud avec l'effondrement de la monnaie, ou en Argentine, où à nouveau se nourrir devient une difficulté. Ben, c'est ça le capitalisme aujourd'hui. C'est aussi la guerre au Moyen-Orient, c'est la guerre au Sahel que mène l'armée française, c'est les bombes qui tombent sur le sud de la Syrie aujourd'hui, ou sur toute une partie de l'Irak. C'est ça le capitalisme aujourd'hui. Alors ici, nous, on n'a pas de bombes qui nous tombent sur la tête, la monnaie s'est pas encore effondrée, mais nous, on pense que ce qui arrive à tous ces peuples-là, c'est ce qui nous attend dans ce monde-là. Si on laisse les capitalistes diriger le monde, ils nous emmènent tous à la catastrophe. Ils sont prêts à nous sacrifier, et ils le font, en répandant la précarité, mais ils vont continuer. Bon, ben, face à ça, avoir comme seule solution de s'en remettre à un nouveau gouvernement de gauche ou un nouveau politicien, mais c'est complètement à côté de la plaque. C'est vraiment nous emmener, enfin c'est nous désarmer. Donc nous on pense qu'être communiste aujourd'hui, c'est vraiment, il faut expliquer à nos camarades, même si c'est difficile, il faut expliquer autour de nous qu'il n'y a rien qui remplacera la lutte des travailleurs. Et que cette lutte, elle doit déboucher sur la remise en cause du pouvoir des capitalistes. Il faut leur enlever leur pouvoir, il faut qu'on prenne leur place. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une idée qui est très minoritaire. Mais quand on voit l'évolution de la société, il n'y a pas d'autre choix. Les capitalistes eux-mêmes, ils nous laisseront pas le choix. Donc nous, voilà, en tant que défendre les idées communistes aujourd'hui, l'actualité du communisme, elle découle de là. Elle découle de l'évolution même du capitalisme et de la catastrophe, de la barbarie dans laquelle il plonge l'humanité déjà. Merci, camarades, tout à fait d'accord. Mais, nous, qui en Amérique latine, on a pris les armes à la main et on a pris le pouvoir par la voie démocratique. Au Brésil, avec le camarade Lula, Venezuela, avec Hugo Chávez, et Nicaragua, avec Ortega, on est déçus parce que ceux qui ont pris le pouvoir au nom de la gauche, au nom de la révolution, malheureusement, ils sont tombés dans les flageaux de la corruption. Et ça, c'est que véritablement a distorsionné les idées révolutionnaires. Par exemple, au Brésil, on n'aurait jamais imaginé qu'une gestion gouvernementale comme celle-là de Lula, qui a sorti de la pauvreté 30 millions de Brésiliens, est tombé, lui, autant que personne, avec une corruption stupide. Elle avait pris un appartement à la plage donné par la compagnie Odebrecht, une compagnie multinationale. Alors, quoi faire si la révolution est trahie pour ceux qui prennent le pouvoir, et une fois au pouvoir, elles sont corrompues
Alors la corruption ne rime pas avec révolution. Alors il y a quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas les travailleurs qui ont pris le pouvoir, ni au Brésil, ni au Venezuela, ni ailleurs. Tu as dit on a pris le pouvoir, mais c'est qui le on? C'est un... Eh bien non. Mais non, dans les usines, c'est pas le peuple qui avait le pouvoir. C'était les patrons, même sous Lula, même sous Chavez. Hein? Même si la société pétrolière au Venezuela, elle était nationalisée, c'était pas les travailleurs qui décidaient. Il n'y avait pas de soviets, il n'y avait pas, il n'y avait pas une collectivisation. Les terres, elles appartenaient toujours aux gros propriétaires, comme au Brésil, comme ailleurs. Non, pour moi, Chavez ou Lula, c'est des gens qui se sont fait élire par les classes populaires, par les travailleurs, par les pauvres, qui leur ont promis que ça irait mieux. Quand ils l'ont pu, ils ont effectivement redistribué un petit peu, mais en fait, ils ont cherché des solutions dans le cadre du capitalisme, sans renverser le capitalisme. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis le peuple a pris le pouvoir. Non, le peuple a délégué le pouvoir à des gens qui vendaient l'illusion qu'on pouvait avoir un compromis avec les capitalistes, qu'on pouvait faire en sorte que les travailleurs vivent un peu mieux en laissant tous ces gens-là s'enrichir. Mais le capitalisme, c'est la crise. Le capitalisme, c'est inévitablement une situation où ils vont sauver leur profit en sacrifiant qui? En nous sacrifiant nous. Et donc nous, on pense que justement, c'est une illusion. Chavez, Lula et tous ces gens-là, c'est pas que le problème de la corruption. La corruption, elle montre juste le pouvoir de ceux qui possèdent l'argent. Non, c'est les illusions qu'ils ont mis dans la tête des gens. Ils ont dit avec nous, ça ira mieux. Mais nous, on a les mêmes ici. On a les mêmes ici. Et c'est là où nous, on n'est pas d'accord. On pense que c'est une impasse et qu'au bout du compte, les peuples, ils le payent. Ils le payent dans le sang, dans la sueur, dans la misère. Eh bien, le bulletin de vote, ça ne suffit pas. Il faut que les travailleurs, ils prennent le pouvoir. Et pour nous, être communiste, c'est ça, c'est être révolutionnaire. Non, puis je voudrais juste rajouter deux petites choses. Tout d'abord, tu vois, tu es déçu. Alors ici, on a eu le même problème. Alors, je dis pas que c'est les mêmes, parce que bon, Mitterrand, Lula, bon, ok. Mais le problème est que sur le fond, c'est les mêmes quand même. Des pouvoirs élus comme ça. L'État, c'est le même. La grande administration, c'est la même. Les capitalistes, c'est les mêmes. La société, elle n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est l'équipe dirigeante de l'État. C'est pas tout à fait les mêmes. Alors, ils peuvent prendre un peu plus de mesures sociales, un peu moins de cela, etc. Mais bon. Et sauf que du coup, toi, tu es déçu. Mais cette déception-là, ici en France, avec le passage de la gauche au pouvoir, elle a, non seulement ça a déçu les travailleurs, mais ça, à la limite, c'est une expérience. Mitterrand nous déçoit, Hollande nous déçoit. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut passer à des mesures, à autre chose, il y a une autre politique. Mais dans un premier temps, les conséquences que ça a eues, c'est que les travailleurs se sont détournés même de l'action politique. Puisque, ce qu'on a expliqué, voter ouvrier pendant tout un moment, c'était voter à gauche. C'était pareil. Donc ça sert à quoi de s'organiser en tant que travailleur si à chaque fois on est trahi par nos dirigeants? C'est un peu ce que tu dis. Ben, c'est ce qui s'est passé ici. Et il faut remonter la pente. Il faut dire non, les gens qui vous ont demandé de voter pour ces gugus, ce n'est pas des gens qui défendaient les intérêts politiques de la classe ouvrière. Il n'y a pas de raison d'être déçu. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, si tu veux, ces gouvernements Lula, le Venezuela, c'est des gens qui se disaient anti-impérialistes. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Ça voulait dire qu'ils étaient dans des pays sous la coupe de l'impérialisme américain, en réalité. Bon. Et dans le cas du Venezuela, ils ont à un moment donné, essayé d'utiliser la rente pétrolière, avec les nationalisations, pour essayer de desserrer un peu les taux de l'impérialisme américain. Il y a eu quelques retombées pour les couches populaires, à un moment donné. Aujourd'hui, on voit où on en est, et tout ça en largement dû au cours du pétrole. Nous, les conclusions qu'on en tire, tu vois, quand on parle de la classe ouvrière mondiale, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est qu'en réalité, les seuls alliés des travailleurs du Brésil et du Venezuela, c'est pas des forces politiques qui vont... c'est pas les paternalistes de gauche qui vont leur dire on va s'occuper de vous.
les alliés, en fait, c'est la force sociale qui est capable de renverser l'impérialisme, c'est-à-dire l'organisation capitaliste au niveau du monde entier, c'est-à-dire les travailleurs des autres pays, et en particulier ici, les travailleurs des pays riches. Tu vois? Et cette perspective-là, bon, bah, il faut qu'on la défende. Notre internationalisme à nous, c'est pas simplement une vague solidarité avec des peuples qui sont soumis à l'impérialisme. C'est le fait que la seule manière d'envisager que la société puisse changer, c'est que les travailleurs organisent le pouvoir armé de la classe ouvrière dans leur pays, avec, en sachant que de toute façon, la lutte qu'ils ont menée sur le terrain, sur leur propre pays, de toute façon, elle est immédiatement internationale. Tu vois? Et là, les travailleurs du Venezuela, ou la population, en fait, elle était très rapidement quand même soumise directement à la pression de l'impérialisme américain dont elle n'a jamais réussi à se détacher. Et donc, notre problème, il est quand même là. Bon, ben voilà, donc ce débat s'achève maintenant. Ça n'empêche pas de continuer la discussion justement entre nous, et c'est ce qu'on vous propose maintenant.